Dans le territoire du Montana, en octobre 1883, alors que d'autres se précipitaient pour s'approprier les terres les plus planes et les meilleures ressources en bois. Les emplacements de construction les plus pratiques le long de Bitter Creek, un homme seul a tout contourné. Il a poursuivi son chemin jusqu'aux falaises de calcaire, situées à environ 5 km en amont, où les parois du canyon s'élevaient à environ 18 mètres de haut, et le vent hurlait à travers les fissures de la roche. Il n'essayait de discréditer personne, ni de faire une grande déclaration. Il observait simplement ce que le terrain lui offrait et ce qu'il lui cachait. Alors que la plupart des gens percevaient la roche exposée comme un obstacle, ils la voyaient sous un tout autre angle. Ce récit raconte une solution qui ne cherchait aucune reconnaissance, une conception qui a préservé des vies sans exiger de remerciements, et une saison hivernale qui a transformé le ridicule en le triomphe le plus discret que la frontière du Montana ait jamais connu. Si vous souhaitez découvrir de véritables connaissances de survie qui se sont avérées efficaces lorsque l'existence était en jeu, assurez-vous de vous abonner immédiatement, car chaque semaine je présente une méthode que nos ancêtres ont utilisée pour surmonter des obstacles insurmontables. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime et laisser un commentaire, indiquant votre lieu de visionnage. Commençons. Son nom était Cyrus Wardell, et avant son arrivée au Montana, il avait consacré 8 ans à travailler dans les mines de fer de la péninsule supérieure du Michigan. Il comprenait le froid, il comprenait la roche, et il reconnaissait que la majorité des hommes construisant des habitations dans la région se préparaient à combattre l'hiver, alors que leurs efforts auraient dû être dirigés vers l'apprentissage de la façon de s'en abriter. Une cabane typique dans cette région du Montana était assez standard, environ 4,9 sur 6,1 mètres, construite avec des rondins de pin équarris, scellés avec de l'argile et de la mousse, avec un foyer en pierre au pignon, un toit en bardeau et un plancher surélevé d'environ 15 cm au-dessus du sol. Elle fonctionnait, elle assurait la survie. Cependant, elle consommait de nombreuses cordes de pin tordues chaque hiver, et lorsque les vents de janvier descendaient des Rocheuses, hurlant à moins 40 degrés Celsius, ces habitations perdaient leur chaleur aussi facilement qu'une passoire perd son eau. Cyrus avait observé des individus empiler leur bois de chauffage en septembre, 10 cordes, 12 cordes, parfois même plus. Il avait calculé mentalement l'effort, cette quantité considérable d'abattage, de transport et de fendage, ce ravitaillement fréquent du feu toutes les 3 heures pendant l'obscurité. Cette quantité de fumée, ce danger important d'épuisement si la saison froide se prolongeait. Souhaitez-vous en comprendre une partie? Ainsi, en découvrant la formation calcaire, située le long de la courbe nord de Bitter Creek, il cessa sa recherche. L'escarpement était orienté vers le sud-est, offrant le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi au pied de la falaise. L'érosion avait sculpté une légère indentation, pas précisément une caverne, mais suffisamment profonde, mesurant environ 6 mètres de largeur et 3,7 mètres de profondeur. La paroi arrière, composée de calcaire solide, s'élevait encore d'environ 12 mètres au-dessus. Le ruissellement de l'eau de la falaise s'écoulait vers l'est, loin de l'indentation, assurant que le sol intérieur restait aride, même au milieu des précipitations de septembre. De nombreuses autres personnes avaient traversé cet endroit à plusieurs reprises, ne percevant que de la roche inutilisable. Cyrus, cependant, reconnut une fondation qui ne nécessitait aucune construction, et une isolation qui n'avait pas besoin de transport, ainsi qu'une masse thermique qui retiendrait la chaleur jusqu'en mars grâce à la chaleur absorbée en octobre. Il commença les travaux la première semaine de novembre. Sa stratégie était simple, il avait l'intention d'ériger un mur frontal en bois. Au lieu de 4, un mur solitaire enjambrait l'entrée de l'alcôve. Cette barrière, mesurant 3,66 mètres de hauteur, serait taillée dans le calcaire de chaque côté pour assurer sa solidité. Il installerait une porte et une seule petite fenêtre, puis construirait un toit en pente s'enfonçant dans la roche, conçu pour évacuer la neige. Le sol serait constitué de terre compactée, recouverte de pierres plates qu'il aurait récupérées du ruisseau. À l'intérieur, il prévoyait de placer un foyer d'angle compact dans le coin sud-est, doté d'une cheminée en pierre s'élevant le long de la surface calcaire et libérant la fumée au-dessus de la falaise. Aucun bois ne serait gaspillé pour 3 murs, car la montagne elle-même servait à cet effet, pas de brèche à combler sur les côtés nord et ouest et pas de rafale de vent assaillant les coins. Aucun gel au sol ne soulèverait les planchers, simplement une porte, un toit et le sol lui-même remplissant sa fonction depuis 10 millénaires, restait frais en été et conservait la chaleur en hiver. Et il restait indifférent aux opinions des autres. Il travaillait seul, ne détaillant jamais ses plans à personne, car personne ne s'enquérait. Lorsque des chariots de marchandises passaient en route vers la colonie, les charretiers jetaient un coup d'œil à l'individu solitaire façonnant la roche et le bois dans la paroi de la falaise, puis secouaient la tête et continuaient leur chemin. À la mi-décembre, Cyrus avait terminé son toit, une porte et un foyer. Il s'installa à l'intérieur 3 jours avant Noël. Les remarques commencèrent progressivement,
ce ne fut pas une explosion immédiate de désapprobation. Ce n'était pas une assemblée publique où un individu se levait pour dénoncer l'entreprise. Au lieu de cela, c'était plus discret, mais plus durable, le genre de dérision qui imprègne subtilement les discussions quotidiennes et ne se dissipe jamais vraiment. Au poste de traite de Bitter Creek, les hommes achetant des clous et du tabac évoquaient souvent l'individu résidant dans le creux près de la falaise. Le sentiment était constamment identique, amusé, quelque peu inquiet et subtilement condescendant. Une personne y faisait référence comme à une simple moitié d'habitation. Un autre fit remarquer que cela ressemblait à un campement de prospecteurs inachevé. Quelqu'un d'autre spécula ouvertement si Cyrus avait l'intention de creuser davantage et de disparaître entièrement. Personne ne prononçait le terme « grotte » directement devant lui, pourtant tout le monde l'employait en son absence. La communauté maintenait certaines attentes, un homme construisait une habitation avec 4 murs, un toit à pignons et une véranda, si possible. Cela signifiait un individu engagé à rester, quelqu'un qui honorait l'effort d'établir une propriété. La construction de Cyrus ne correspondait pas à cette perception. Pour la plupart, il semblait que quelqu'un se cachait ou avait complètement abandonné le souci des apparences. Quand il visita la ville en janvier pour acheter du pétrole pour lampes et de la farine, l'assistant du magasin, Horace Tyndall, qui résidait dans la région depuis 1979, demanda délibérément si son habitation souterraine lui procurait suffisamment de chaleur. Bien que formulée comme une sollicitude, la question sonnait comme une condamnation. Cyrus régla sa facture, hocha la tête et partit. La critique la plus sévère venait de Vernon Cass, un charpentier responsable de la construction de la moitié des cabanes de la vallée de Bitter Creek. Vernon était réputé pour son expertise en menuiserie. Il comprenait l'inclinaison des toits, les charges structurelles et les forces du vent, et savait comment assurer la longévité d'un bâtiment. En observant le travail de Cyrus, il ne fit aucun effort pour dissimuler son point de vue. « Ce n'est pas une résidence convenable », déclara Vernon un après-midi devant la forge, sa voix audible pour 4 autres hommes. « C'est simplement un abri creusé avec une entrée, on logerait des animaux dans une telle habitation, pas une famille. » Cyrus, posté à environ 3,05 mètres de distance, attendait que le forgeron finisse d'aiguiser une hache d'abattage, mais il restait tourné vers l'avant. Il ne répondit rien, se contentant d'attendre patiemment que la tâche soit terminée. Vernon insista, déclarant « La pierre ne permet pas la circulation de l'air, vous trouverez de la moisissure sur vos murs au printemps. De plus, ce foyer situé dans le coin vous fera suffoquer de fumée si le tirage s'inverse lors d'un coup de froid soudain. Je l'ai déjà vu arriver. » Lorsqu'on lui demanda s'il comptait l'agrandir, en l'étendant depuis la paroi rocheuse et en y incorporant des murs appropriés, Cyrus secoua la tête, affirmant que cela répondait à ses besoins. La discussion fut close. Cependant, le doute ne se dissipa pas, au lieu de cela, il se retira en périphérie, un subtil murmure de désapprobation qui l'accompagnait chaque fois qu'il visitait la ville. Les gens ne le percevaient pas comme étant en danger, ils le considéraient plutôt comme obstiné et singulier, un homme qui avait privilégié la praticité à la respectabilité et qui subirait des difficultés en conséquence de cette décision, subissant l'humidité et acquérant une réputation dont il ne pourrait jamais se défaire. Personne n'imaginait que la grotte contredirait un jour leurs croyances, ils s'attendaient à ce qu'elle confirme subtilement leurs soupçons, hiver rigoureux après hiver rigoureux, jusqu'à ce que Cyrus la reconstruise correctement ou quitte complètement la région. Telle était la croyance dominante. Puis, février arriva, l'hiver 1883-1884 commença avec des températures glaciales et le resta. À la mi-décembre, la vallée de Bitter Creek était enfouie sous environ 0,61 mètres de neige. Les températures diurnes chutaient entre -12 et -7 degrés Celsius, tombant souvent en dessous de -18 degrés Celsius la plupart des nuits. Les hommes attisaient continuellement leur feu. Les piles de bois diminuaient, et la fumée s'échappait de chaque cheminée de la colonie du lever du soleil jusqu'après minuit. La cheminée de Cyrus, cependant, n'émettait qu'un faible filet. Il consommait le bois avec parcimonie, un feu le matin pour atténuer le froid, et un autre le soir pour cuisiner et chauffer l'habitation avant de se coucher. Pendant les heures intermédiaires, la cabane maintenait sa température, bien que non chaude à l'aune d'une cheminée flamboyante, elle était habitable, atteignant 10 degrés Celsius même lorsque l'air extérieur était glacial. Quand l'air extérieur était glacial, à -18 degrés Celsius. C'était suffisant pour un sommeil ininterrompu, pour travailler sans gants, et pour contourner l'exigence incessante et laborieuse d'attiser les feux. La formation calcaire derrière lui absorbait la chaleur tout au long de la journée, puis la diffusait régulièrement pendant la nuit. Cela constituait une masse thermique qui stabilisait les températures, contrairement à la chaleur fluctuante d'un feu. Le sol en pierre se comportait de manière similaire, initialement frais au toucher en octobre, il avait atteint la température ambiante intérieure en janvier. Il conservait cette chaleur pendant les périodes nocturnes lorsque le feu s'était réduit en braise. La terre elle-même fournissait une isolation,
avec environ 3,66 mètres de calcaire et de terre compactée sur 3 côtés. Cela empêchait le vent de dissiper la chaleur directement à travers les murs en rondins, éliminant les interstices qui permettraient les courants d'air, et les coins où le froid pourrait s'accumuler et se solidifier. Il n'y avait aucun problème d'humidité ou de glace, juste de la roche solide remplissant sa fonction inhérente de résister à l'altération. Le régime quotidien de Cyrus était simple, il se réveillait, puis rallumait le feu. Il préparait du café, prenait son repas, puis couvrait les braises avant de partir inspecter sa ligne de piège ou abattre du bois de chauffage pendant quelques heures. À son retour l'après-midi, la température intérieure restait à 7,2 degrés Celsius ou plus. Il rallumait ensuite le feu pour cuisiner, le laissant brûler toute la soirée. Il la laissait ensuite se réduire en braise pendant la nuit. Son but n'était pas de maintenir la demeure à 21 degrés Celsius, mais plutôt d'éviter qu'elle ne gèle sans épuiser. Cette méthode s'est avérée efficace, mais elle est passée inaperçue. Les autres colons étaient trop préoccupés par leur propre lutte pour la survie pour observer les panaches de fumée. À environ 4,8 km en amont, ils fendaient du bois gelé, le rentraient et alimentaient leur foyer toutes les quelques heures, se réveillant la nuit pour raviver les flammes. Ils s'en sortaient à peine. Ils s'en sortaient tout juste, mais Cyrus ne faisait pas que s'en sortir, il était à l'aise. La disparité réelle et quantifiable en termes d'efforts et de consommation de combustible restait imperceptible pour tous, sauf pour... Il a utilisé environ 3,6 mètres cubes de bois cet hiver-là, peut-être moins. Ses voisins, dans leur cabane en ronda de 4,9 sur 6,1 mètres, en consommaient environ 21,7 mètres cubes, certains même 29 mètres cubes. Il n'en a fait aucune mention. Il ne se vantait pas et ne se rendait pas en ville avec un sourire suffisant, donnant une conférence sur la masse thermique. Au lieu de cela, il vivait simplement sa vie avec une efficacité discrète. Un peu comme les mineurs qui comprennent que chaque gramme d'effort gaspillé est un gramme qu'ils regretteront plus tard. En mars, alors que la neige commençait enfin à reculer, Cyrus possédait une abondance de bois coupé empilé devant son entrée. Ses voisins, en revanche, étaient au plus bas, transportant du pain non séché et le brûlant alors qu'il était encore humide. C'était parce qu'il ne leur restait plus d'autres options. Pourtant, personne ne demanda comment il avait réussi cela, et personne ne voulut admettre que la grotte aurait pu être la décision la plus intelligente. Cela avait toujours été le cas, mais cette situation était sur le point de changer. Restez avec moi, car vous êtes sur le point de découvrir pourquoi le silence s'est avéré plus percutant que n'importe quel débat, et pourquoi la tempête qui a suivi a transformé le ridicule en la leçon la plus profonde que la frontière du Montana ait jamais rencontrée. Le 9 février 1885, le ciel au-dessus de Bitter Creek a pris la teinte du fer vieilli. La température avait baissé régulièrement pendant 3 jours consécutifs, passant de moins 6,7 degrés Celsius à moins 12,2, puis moins 15, et enfin à moins 17,8 degrés Celsius le matin du 9. Elle a atteint moins 26,1 degrés Celsius. À midi, il faisait moins 31,7 degrés Celsius. Le vent est alors arrivé, commençant par un faible gémissement dans le canyon avant de se transformer en hurlement. Des rafales de 64 km/h déferlaient des crêtes du nord, poussant la neige horizontalement et accumulant des congères contre chaque bâtiment de la vallée. La tempête n'était pas seulement glaciale, elle était implacable. Elle exploitait chaque ouverture, chaque fissure, chaque vulnérabilité d'une structure, forçant l'air glacial à travers elle comme avec une lame. Ce n'était pas le genre de temps pour lequel on pouvait simplement se préparer. C'était le genre de temps que l'on endurait. Dans la colonie, les familles se serraient autour de leur foyer, les alimentant continuellement, toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures, quelqu'un devait s'aventurer dans le vent hurlant, se frayer un chemin jusqu'au tas de bois et rapporter une autre brassée à l'intérieur. Le bois était gelé, et l'air était si mordant qu'il brûlait les poumons. Les hommes enveloppaient leur visage dans des écharpes de laine, enfilaient toutes les couches de vêtements qu'ils possédaient, mais rentraient tout de même en tremblant. À l'intérieur de ces cabanes, la lutte était incessante. La chaleur montait par les cheminées, tandis que l'air froid s'infiltrait par les interstices du calfeutrage, sous les portes et autour des cadres de fenêtres. Les familles drapaient des couvertures sur les portes intérieures. Pour réduire la surface habitable, ils rapprochaient les lits de la cheminée. Certains dormaient assis, car s'allonger aurait entraîné une baisse significative de la température, dans le courant d'air glacial qui rampait sur le sol. Dès le 2e jour, les habitants en étaient réduits à brûler leurs meubles. Le 3e jour, Vernon Cass, le charpentier, qui s'était moqué de la construction de Cyrus un an auparavant, ne possédait plus que ses derniers 1,8 mètres cubes de bois. Son épouse et ses 2 enfants étaient enveloppés dans toutes les couvertures qu'ils possédaient. De la glace s'était accumulée sur les murs intérieurs à mesure que leur souffle se condensait et se solidifiait. Le feu faisait rage, mais sa chaleur se dissipait rapidement dans les rafales de février, si vite que le bois pouvait brûler. À environ 5 km en amont,
Cyrus se réveilla au deuxième matin de la tempête, s'aventurant dehors dans le froid mordant. Juste assez longtemps pour vérifier la profondeur de la neige, puis rentra et referma la porte. Il alluma un feu modeste, pas un brasier ardent, juste suffisant pour préparer du café et se réchauffer les mains. L'intérieur de la cabane affichait environ 4 degrés Celsius, frais, mais pas dangereux, ni même désagréable avec un manteau. Il laissa le feu s'éteindre après 1 heure. Le soir, la température intérieure restait autour de 3 degrés Celsius. Dehors, la température était de moins 37 degrés Celsius, avec un refroidissement éolien la faisant ressentir plus froide que moins 46 degrés Celsius. Cyrus plaça quelques bûches supplémentaires dans le feu, prépara une marmite de haricots et mangea, puis couvrit les braises et se retira pour la nuit. La pierre environnante émettait la chaleur qu'elle avait accumulée au cours des 2 mois précédents, une chaleur progressive et constante, insensible au vent. Le sol conservait sa chaleur. Le feu ne combattait pas le froid, la pierre remplissait cette fonction passivement, comme la pierre le fait naturellement. Au 3e jour de la tempête, un habitant de la communauté, un transporteur nommé Amos Grigg, transportait une cargaison de bois de chauffage d'urgence vers un foyer qui avait épuisé ses réserves. Son chemin le mena devant l'escarpement où Cyrus avait construit sa demeure. Amos s'attendait à voir une épaisse fumée, des signes de désespoir, peut-être même de détresse. Au lieu de cela, il remarqua un léger panache s'élevant de la cheminée, presque imperceptible. Il s'arrêta, observant, cela défiait toute logique. Amos attacha ses chevaux et monta jusqu'à l'entrée. Il frappa. Cyrus répondit, calme, tenant une tasse de café. Amos jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à l'intérieur de la demeure. Pas de brasier ardent, pas d'entretien frénétique des flammes. Simplement un homme, vêtu d'un manteau, complètement à l'aise au milieu de la vague de froid la plus intense que le Montana ait connue en 10 ans. « Vous allez bien ici » demanda Amos. Cyrus affirma. « Parfaitement bien. » Amos cligna des yeux. Sa propre demeure, située à environ 3 km au sud, consommait du bois plus rapidement qu'il ne pouvait le fendre. Ses enfants étaient blottis sous des couvertures, son épouse économisait l'huile de lampe, et pourtant, voici Cyrus, debout dans un abri, sirotant un café comme si c'était une douce nuit d'automne. « Combien de bois consommez-vous » demanda Amos. Cyrus jeta un coup d'œil à son modeste tas à côté du foyer. Peut-être 0,9 mètres cubes depuis le début. Amos avait incinéré environ 7,2 mètres cubes en 3 jours. Il resta là un long moment, contemplant, puis hocha la tête. Marmonna quelque chose à propos d'inspecter le chemin et partit. Cependant, la nouvelle circulait déjà. Au moment où la tempête s'est calmée le 14 février, chaque individu à Bitter Creek avait pris connaissance de la même rumeur. Que l'individu résidant sur l'escarpement utilisait à peine du bois, restait confortable et ne semblait jamais préoccupé. L'attention s'était déplacée, et les enquêtes ne faisaient que commencer. Amos Griggs, un homme peu enclin à l'hyperbole, transportait généralement des marchandises, évitait d'attirer l'attention et se tenait à l'écart des affaires d'autrui. Cependant, à son retour à Bitter Creek, le 15 février, le lendemain de la fin de la tempête, il ne pouvait s'empêcher de parler de ses observations à la falaise. Ce type n'avait presque pas de fumée qui sortait, remarqua Amos. Alors qu'il se tenait devant le poste de traite avec 4 autres hommes. Je consomme 7,24 mètres cubes de bois en 3 jours, ma famille gèle, et lui, il est là-haut à siroter son café comme si c'était avril. Vernon Cass, présent sur les lieux, resta d'abord silencieux, se contentant d'écouter. Pourtant, le doute sur son visage était indéniable. Peut-être est-il simplement plus résistant que toi, Amos, suggéra-t-il. Certaines personnes perçoivent le froid différemment. Amos n'était pas d'accord, secouant la tête. Ce n'était pas une question de robustesse, l'intérieur de cette habitation était vraiment chaud, vraiment confortable. Il ne faisait pas une chaleur torride, mais suffisamment chaud pour ne pas avoir besoin d'être près d'un feu. Je ne sais pas comment, mais cette pierre remplit une fonction. Les nouvelles voyagent vite dans une petite communauté, surtout lorsque les habitants se remettaient encore d'une tempête qui avait failli leur coûter la vie. En 2 jours, 3 hommes supplémentaires s'étaient rendus à la falaise, pour enquêter personnellement. Ils n'ont fait aucune annonce, au lieu de cela, ils sont simplement passés à cheval, ont ralenti, ont observé, et 2 d'entre eux ont même frappé à la porte. Cyrus les a fait entrer et leur a fait visiter. Il a répondu à leurs questions sans aucune formalité. Leur découverte ne correspondait pas à leurs attentes, l'intérieur affichait 11,1 degrés Celsius lorsqu'un individu a pris une mesure avec un thermomètre à mercure. Le 17 février, la température extérieure était de moins 7,8 degrés Celsius. Cyrus entretenait un feu modeste dans le foyer d'angle, rien de substantiel, juste assez pour préparer une marmite de ragoût. L'homme, un tailleur de pierre nommé Paul Drummond, fit le tour de la cabane,
posant sa main contre les murs de calcaire. « Ils sont chauds », murmura Paul, parlant plus à lui-même qu'à Cyrus. « Ils retiennent la chaleur », répondit Cyrus, et ce, depuis novembre. Paul fit des calculs mentalement. Sa propre cabane, une construction robuste, une habitation en rondin de 4,88 sur 6,1 mètres avec une cheminée en pierre complète, avait des murs intérieurs froids au toucher, même lorsqu'un feu faisait rage. Bien que le calfeutrage repoussât les vents les plus violents, les rondins eux-mêmes ne parvenaient pas à retenir la chaleur. La chaleur montait par la cheminée ou s'échappait par les fissures. Il n'y avait pas d'accumulation, pas de couche isolante. Ici, la pierre fonctionnait comme une batterie, lente à accumuler de l'énergie et lente à la libérer. Elle avait absorbé des mois de feu modeste et restituait maintenant cette énergie, non pas par des éclats soudains, mais par une émission constante et prolongée. Ce processus se poursuivait, que Cyrus réalimente le feu ou non. Paul s'enquit de la quantité de bois que Cyrus avait consommé pendant la tempête. Cyrus désigna le tas de bois à l'extérieur. Environ 1,1 mètre cube, peut-être moins. J'entretenais un feu le matin et le soir, le laissant s'éteindre entre-temps. Paul, en revanche, avait utilisé 18,1 mètres cubes, et ses voisins avaient consommé des quantités comparables. Certains en avaient utilisé encore plus. Plusieurs familles, par pur désespoir, avaient épuisé tout leur combustible disponible et abattaient maintenant du bois vert, le brûlant humide et produisant de la fumée, car il n'y avait pas d'alternative. Les chiffres étaient irréfutables. Une semaine plus tard, un autre individu, un trappeur nommé Colin Shaw, rendit visite, apportant un carnet. Il était connu pour son penchant à quantifier les choses, à les mesurer et à les comprendre. Il consacra 1 heure à l'intérieur de la cabane de Cyrus, documentant les températures, évaluant les dimensions du foyer, mesurant l'étendue de la pièce et examinant le tirage de la cheminée. Les notes qu'il a partagées plus tard au comptoir commercial détaillaient des observations spécifiques. La température intérieure à 0,8 heures sans feu était de 8 degrés Celsius, et la température extérieure a également été enregistrée. La température extérieure était de moins 11 degrés Celsius. À 18 heures, avec un petit feu allumé pendant 1 heure, la température interne a atteint 14 degrés Celsius, tandis que la température externe était de moins 13 degrés Celsius. La consommation quotidienne estimée de bois a également été notée. La consommation quotidienne de bois était de 0,45 m3 ou moins. Le mur de calcaire au centre de l'arrière affichait 11 degrés Celsius et le sol en terre était à 9 degrés Celsius. Il n'y avait aucune condensation ou moisissure visible. De plus, aucune glace ne s'est formée sur les surfaces internes. Colin a comparé ces chiffres avec sa propre habitation, où un feu était maintenu constamment allumé, notant ces fluctuations de température interne. Ces températures intérieures variaient de 13 degrés Celsius près de la cheminée à 2 degrés Celsius dans les coins. Il consommait 3,62 m3 de bois tous les 4 jours. Même parfois extrême, ces murs restaient secs, uniquement grâce à la différence de température qui empêchait l'accumulation d'humidité. Ce gradient thermique identique impliquait également une perte d'énergie significative. Il subissait un taux de dissipation thermique sévère. L'approche architecturale de Cyrus n'affrontait pas directement le froid, au lieu de cela, elle offrait une dissimulation, car la terre et la pierre formaient une barrière isolante. Cette enceinte thermique exigeait que le feu ne fasse que compléter, plutôt que vaincre, le froid. Début mars, la preuve était indéniable, ceux qui avaient ridiculisé la grotte 12 mois auparavant posent maintenant des questions à Cyrus, non par esprit de défense ou de doute, mais purement par curiosité. Il s'enquérait de la profondeur de l'alcôve et de la manière dont il gérait la ventilation de la cheminée. Il se demandait s'il était préoccupé par l'humidité et ce qui se passait pendant les mois d'été, notamment si cela restait frais. Cyrus a répondu à chaque question de la même manière simple et sans prétention. Qu'il avait construite l'habitation. Il a déclaré « La montagne fait le travail, j'ai simplement ajouté une entrée, sans tenter de valider aucune affirmation. » Le sentiment qui circulait dans tout Bitter Creek n'était pas de l'admiration, mais plutôt un éveil plus subtil, la compréhension que l'efficacité défie souvent les attentes conventionnelles et ne déclare pas ouvertement sa présence. Elle fonctionne simplement. Dans un environnement où la survie dépendait de la conservation des ressources, d'un effort réduit et de la capacité à endurer l'hiver sans succomber aux difficultés, cette perspicacité a profondément résonné. Dès l'hiver 1886, 3 colons de la vallée de Bitter Creek avaient adapté leur résidence, dont aucune n'était construite dans des grottes. Les emplacements appropriés étaient rares, pourtant ils ont adopté des éléments de la méthodologie de Cyrus. Un individu, un fermier nommé Raymond Pitts, a érigé sa nouvelle cabane contre une pente orientée au sud. Il a ensuite amoncelé de la terre contre les murs nord et ouest, laissant les murs sud et découverts pour l'éclairage et l'entrée. Cependant,
ce renforcement en terre a considérablement réduit sa consommation de bois. Sa consommation de carburant a diminué de près de 40% cet hiver-là. Un autre résident, Jacob Thorne, un veuf, a reconstruit son habitation souterraine effondrée en utilisant une conception composite, partiellement immergée et partiellement visible. Il a incorporé un mur de calcaire sur le côté nord, qu'il avait récupéré d'une fondation en ruine voisine. Il a déclaré qu'il restait plus au chaud avec moins d'efforts, comparé à toute expérience précédente dans une structure entièrement hors sol. Même Vernon Cass, le charpentier qui avait rejeté le concept de Cyrus comme ne convenant qu'aux abris pour animaux, a mis en œuvre une modification. Bien qu'il n'ait jamais reconnu que l'habitation troglodyte l'avait influencé, lorsqu'il a construit un nouvel atelier derrière sa résidence en 1887, il l'a positionné contre une crête basse, n'exposant que sa façade avant. Il informait les autres qu'elle servait de brise-vent. Pourtant, il était de notoriété publique que son véritable but était l'isolation thermique. En 1890, les données du recensement et les rapports des géomètres locaux documentaient un minimum de 9 bâtiments dans la région de Bitter Creek qui intégraient soit un abri semi-enterré partiel, soit une intégration dans des falaises. Bien que les descriptions fussent imprécises, la tendance sous-jacente était indubitable. Les colons adoptaient ces méthodes. Cyrus, pour sa part, n'a jamais fait de publicité pour sa conception, il s'est abstenu d'écrire des articles, de donner des conférences ou de demander une rémunération pour son expertise. Il répondait aux demandes et accordait l'accès à sa demeure lorsqu'on le lui demandait. Sa participation ne s'étendait pas au-delà, la méthode a gagné en popularité simplement grâce à son efficacité. De plus, ceux qui ont été témoins de son succès possédaient suffisamment de pragmatisme pour ignorer la vanité personnelle et adopter une approche sensée. Cela représentait un processus évolutif, non révolutionnaire. Une progression subtile et naturelle, propulsée uniquement par l'intense pression de la survie qui contraint les individus à privilégier les résultats, plutôt que les apparences. L'ironie était évidente pour tous, la demeure, autrefois décriée comme un simple abri partiel, ou quelque chose construit par un homme qui avait abandonné les bonnes pratiques de construction, s'était transformée en référence, non pas par l'insistance de Cyrus, mais parce que la rigueur de l'hiver ignorait les vues subjectives, ne répondant qu'à des principes objectifs. L'isolation par masse thermique, la résistance au vent et une consommation de carburant économique. Ce sont des leçons que l'environnement naturel avait transmises pendant des milliers d'années. Cyrus était simplement le premier individu à Bitter Creek, prêt à les écouter. En 1895, lorsqu'un géomètre régional a traversé les environs et observé la remarquable généralisation de la construction semi-enterrée. Dans la région, la demeure initiale de Cyrus continuait de subsister. Il avait ajouté une modeste extension à ossature bois à l'avant, servant de garde-manger et de zone de travail, mais la structure fondamentale restait inchangée. Ses caractéristiques comprenaient des murs en calcaire, un sol en terre battue et un foyer d'angle qui consommait beaucoup moins de combustible que les systèmes de chauffage de ses voisins. Il y a résidé jusqu'en 1903. Date à laquelle il a cédé la propriété à un jeune couple de l'Ohio et s'est déplacé vers le sud pour se rapprocher de sa fille. Les nouveaux propriétaires ont conservé la cabane dans son état d'origine et y ont élevé 2 enfants. Cette demeure a surpassé la longévité de la majorité des cabanes en rondas construites durant la même période, dont beaucoup s'étaient décomposées, effondrées ou avaient été abandonnées à la fin du siècle. Le principe démontré par la structure a perduré au-delà de son créateur, non pas en raison de sa quête de reconnaissance, ni de son plaidoyer pour ses méthodes ou de son insistance à être respecté, mais purement parce qu'il avait construit quelque chose de fonctionnel, l'a habité sans faste, permettant à ses performances de parler d'elles-mêmes. Lorsque l'adversité frappe, les remèdes les plus efficaces ne sollicitent pas d'éloges, ils n'en ont pas besoin. Ils persistent simplement, comme une montagne, longtemps après que le tumulte se soit apaisé et que les détracteurs soient partis. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles, veuillez laisser un commentaire indiquant votre lieu de visionnage et décrivant l'hiver le plus rigoureux que vous ayez jamais rencontré. Si vous avez trouvé ce récit instructif, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner, car chaque semaine, je vous apporte une nouvelle perspective sur la survie, validée par les expériences vécues de nos ancêtres, plutôt que par de la simple rhétorique. Avertissement éducatif. Cette vidéo présente des reconstitutions historiquement informées à des fins pédagogiques et narratives. Bien que les personnages, les appellations et les événements particuliers soient fictifs, les méthodes et les principes sous-jacents, les principes abordés sont dérivés de véritables pratiques historiques et de connaissances physiques ou pratiques bien établies. Toute application contemporaine devrait être évaluée.